La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bonjour, de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International au sein des studios de TV5 Monde. Nous sommes arrivés dans une ville du Brésil qui a été construite en 1000 jours, entre 56 et 60. Son projet avait été confié par le président Kubitschek à Oscar Niemeyer, qui a été également accompagné dans cette histoire par Lucio Costa. Brasilia était censé au départ accueillir 500 000 habitants. Finalement, c'est une agglomération de 2 500 000 personnes. J'ai à mes côtés, pour parler de Brasilia, Antoine Pouliot. Vous étiez ambassadeur de France au Brésil de 2006 à 2009. Et Thomas Drischski, qui est architecte pour le cabinet Archi 5 et qui s'est vu confier la réalisation d'un quartier de Maringá au Paraná. Alors, avant d'évoquer l'urbanisme, la vocation de Brasilia, ses symboles, on va tout de suite très vite parler de la présence française à Brasilia. Monsieur Pouliot, vous avez quelques chiffres en tête ? Oui, écoutez, contrairement à une idée reçue qui cantonne Brasilia à un rôle de capitale, en vérité, vous êtes face à la 4e ville du Brésil. Dans un État, le Brésil est une fédération, une vraie fédération de 27 États, comme l'Union européenne l'année dernière encore. Et le district fédéral est le 7e PIB du Brésil. Donc vous êtes en face de quelque chose qui n'est pas... On a parlé à un moment d'objets urbains non identifiés, comme on parle d'un objet volant non identifié, ce qui est assez juste d'ailleurs, mais on n'est pas en face de quelque chose de bizarre, on est en face d'une ville qui a été construite sur la base d'un urbanisme lourd, presque idéologique, et avec une force très très importante économique et politique. Alors, on va en parler tout de suite après l'intervention de Guy Blanc, qui très gentiment nous a envoyé de magnifiques photos qu'il a réalisées lui-même, qu'on pourra voir tout au long de l'émission. En termes de chiffres, très vite, 25 000 Français sont recensés au Brésil et on en compte à peu près 3 600 à Brasilia. Essentiellement des diplomates, donc comme on l'a évoqué à l'instant. Très bien, donc on va tout de suite écouter Guy Blanc, qui va nous parler de Brasilia et de ce qu'il aime dans cette ville. Bonjour, je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous présenter Brasilia. C'est une ville où je suis très heureux de vivre. J'y vis depuis 14 ans et je n'ai absolument pas l'envie d'en partir. Ici, nous sommes sur la place des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est le centre, disons, du gouvernement de cette grande nation.
Enfin, ce que je pense exceptionnel, c'est ici que le ciel a toujours 180 degrés autour de vous. Vous voyez toujours les horizons. Il n'y a pas de grands immeubles qui viennent cacher le reste de la ville. Et enfin, c'est une ville verte, pleine d'arbres, pleine de gazon, pleine d'endroits de fleurs et d'arbres. C'est une très belle ville. Et je souhaite que les Français qui viendront voir les Jeux de l'année prochaine pour la Coupe du Monde auront envie de venir visiter Brasilia. Ça vaut la peine. Enfin, il faut aussi sentir que le peuple qui vit à Brasilia est un résumé du Brésil parce qu'ils viennent de tous les États de cette grande nation. Voilà, merci Guy Blanc. Si vous nous regardez, encore un gros merci pour votre aide. Voilà, alors donc Brasilia, c'est une ville pleine de symboles, qui a un urbanisme passionnant. Qu'est-ce que tout de suite vous avez envie d'en dire, Antoine ou Thomas ? Moi, je rebondirais sur le ciel qu'on voit à 180 degrés, qui est déjà le symbole d'une ville qui est le centre du Brésil. Qui a été construite, enfin, c'est une utopie réalisée, et c'est une ville quand même assez hallucinante, puisqu'elle a été réalisée sur un plateau où il n'y avait rien, à peine propice pour qu'on puisse habiter en tant qu'homme. On a même réalisé un lac artificiel pour pouvoir avoir subvenir aux besoins d'eau, avoir l'hygrométrie nécessaire. Donc il y a cette partie-là qui est assez impressionnante, qui représente Brasilia. Il y a un autre volet sur la symbolique de la répartition des différentes fonctions dans la ville, suivant un axe, on va dire, résidentiel, un peu plus courbe, plus domestique. Qu'a évoqué Guy Blanc, là, quand il parlait des... Qu'a évoqué Guy Blanc, avec un type d'habitat qu'on appelle superquadras, qui ne touche pas le sol, donc avec un droit du sol et un usage du sol particulier. Ça veut dire que c'est sur pilotis ? Tout est sur pilotis. Et pourquoi à la base ? C'était une façon d'exprimer le caractère social et le caractère qui appartenait à tout le monde, le caractère collectif du sol. Ah, c'était même pas lié à une contrainte géographique. C'est une idée qui était évoquée lors de la charte d'Athènes, qui étaient les idées urbaines de l'époque, Ouais. qui était utilisée par Le Corbusier, qui était un contemporain de Lucio Costa aussi, avec qui il discutait beaucoup. Mais donc ça a été récupéré et comme image sociale et d'une ville qui appartiendrait à tout le monde. Et l'ensemble de cette ville est aussi très très verte. On en parlait tout à l'heure, le photographe en parlait. On a 100 mètres carrés à peu près par habitant d'espace vert, ce qui est relativement conséquent dans une ville. On a un axe monumental où il y a tous les ministères, donc le cœur de la vie politique du Brésil. Et vu du ciel, hein, c'est un avion. C'est un avion, un condor, enfin voilà, il y a plusieurs images qui sont utilisées pour l'exprimer. Et après, c'est une ville complexe, c'est une métropole complexe, comme toutes les métropoles, comme Paris, qui a des banlieues, qui a différents types de villes. Il y a un habitat, on va dire, classique, qui regroupe à peu près la moitié des habitants, 1 million et demi d'habitants de Brasilia, puisque le plan pilote que tout le monde a en tête, ce sont 250 000 habitants. Il y a des favelas, il y a une sorte de, on va dire, urbanité avec des condominiums à l'américaine où les gens vivent à moitié dans la verdure, à moitié dans des immeubles, avec des services aux alentours. Donc voilà, c'est une ville relativement complexe avec plein de satellites qui sont autour. Et c'est un cœur d'activité, je pense, du Brésil. Au-delà d'être la capitale politique, c'est aussi l'un des cœurs d'activité du Brésil. Vous en êtes inspiré pour votre projet ? Nous nous en sommes inspirés parce que c'est une ville qui marque l'imaginaire, qui a marqué l'imaginaire des Brésiliens, d'une part dans la rapidité dans laquelle elle a été faite, et ensuite dans cette rigueur d'organisation. Hein. On peut le dire quand même. On ne peut pas construire une ville comme ça sans douleur, je pense. En 1000 jours. Voilà, en 1000 jours, je pense qu'on a dû mobiliser des gens d'une façon assez très active. C'est immense, le territoire est immense. Ça fait 12 enfin, le plan pilote fait 12 km par 10 à peu près. C'est exactement, vous qui avez vécu là-bas 3 ans, est-ce que vous pouvez nous décrire à peu près le paysage alentour ? Oh, oui, enfin, c'est difficile de parler de Brasilia après Guy Blanc, qui est un artiste formidable et il en parle naturellement très bien. Il le photographie surtout très très bien. Je crois qu'il y a 4 couleurs qui frappent. Il y a le rouge, c'est la terre, le cerrado.
Brasilia est une ville qui est à 1000 mètres d'altitude. C'est un plateau. Donc je crois que c'est très très important. Il y a le blanc du béton, de la courbe, de Niemeyer. Il y a le vert de la végétation, et vous l'avez indiqué, l'espace ne compte pas, et donc la végétation maintenant a poussé, et c'est formidable. Et puis vous avez le bleu de ce ciel qui est absolument exemplaire. Je voudrais rappeler que nous sommes le 14 janvier, je crois, aujourd'hui. Oui. La décision de créer Brasilia a été prise le 10 janvier. Il y a 57 ans. Donc on aurait pu fêter la naissance, et l'inauguration a été en 60. Donc vous l'avez dit, 3 ans. Je rappelle qu'il a fallu 30 ans pour construire la cathédrale de Chartres, et 130 pour construire Notre-Dame de Paris. Donc effectivement, ça n'a pas été fait sans douleur au niveau des ouvriers, des pionieros. Une douleur parfois un petit peu virile, hein, il faut bien le reconnaître. Et puis cette ville, c'est très étonnant pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, y compris de l'extérieur à l'intérieur du Brésil, mais qui va vers Brasilia, c'est qu'on rentre par l'aéroport, c'est-à-dire qu'on rentre par le centre. Et Brasilia, c'est un centre, le plan pilote, et puis un énorme micro-sillon tout autour, avec 2 ou 3 couronnes de villes satellites. On en reparlera tout à l'heure sur d'autres sujets. Mais c'est ça, le Brasilia. C'est un centre, et puis un micro-sillon immense, jusqu'à 15 km à peu près alentour, et une vie brésilienne extraordinaire, naturellement. On va justement en venir sur le sujet de l'ambiance et du coût du logement, etc. On va écouter une vidéo assez... Juste avant que vous nous quittiez, mais je sais que vous allez revenir après, vous, en tant qu'architecte, Brasilia, vous aimez cette ville en termes d'urbanisme et d'architecture? C'est pas la question de l'aimer, c'est que c'est un exemple unique au monde. Il y a peut-être Chandigarh qu'on pourrait comparer en termes de planification comme ça. Donc c'est au-delà de ce qu'on aime ou on n'aime pas. C'est un fait établi, et c'est un des éléments, une des villes les plus intéressantes, je pense, qui existent au monde à analyser. Et notamment quand on travaille au Brésil, du point de vue urbain, elle a tellement marqué l'imaginaire qu'on revient à sa rigueur de planification, à la rigueur de son dessin, et comment interpréter aujourd'hui, réinterpréter toute cette rigueur, comment lui donner une autre forme et lui donner de la porosité suffisante pour qu'elle puisse aller absorber les 50 ans à venir, qui est l'enjeu de l'urbanisme. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve tout à l'heure et nous restons ensemble, Antoine, pour évoquer justement des sujets un petit peu plus triviaux, comme par exemple le coût du logement. La ville de Brasilia est une des villes les plus chères d'Amérique, hein, puisqu'elle occupe la 4e position après Rio, Sao Paulo et Caracas. Effectivement, un foyer, pour vous donner un exemple, un foyer qui a des enfants scolarisés doit avoir en moyenne entre $4 000 et $5 000 par mois pour pouvoir s'en sortir. Donc le coût du logement pour une pièce avoisine entre 1 000 et 1 200 $ par mois. Pour 2 pièces, vous êtes entre 1 500 et 2 000. Et enfin, pour 3 pièces, on est entre 2 000 et 3 000 $ par mois. Et enfin, pour tout ce qui concerne les maisons, on est autour de 4 000 $ par mois. Alors Thomas Jarion, vous venez de nous rejoindre, vous êtes journaliste chez iTélé et vous avez vécu 9 mois à Brasilia. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire cette jeune femme ? Ouais, tout à fait. Moi, quand je suis arrivé, j'ai mis un peu plus d'1 mois à trouver un logement. D'abord parce que c'est vrai que j'ai été assez surpris par le coût du logement à Brasilia, alors qu'il s'explique évidemment par le niveau de vie assez riche de la population. Et j'ai rapidement choisi l'option de la colocation. D'abord parce que en fait, moi j'étais étudiant à l'université de Brasilia, et l'université de Brasilia n'a pas encore intégré de nombreux logements étudiants en fait. Oui, puis visiblement c'est une ville qui n'avait pas été construite pour autant d'habitants, quoi. Donc forcément il y a pénurie d'habitation, ça je l'imagine. Ouais, et puis il y a un élément qui est les transports en commun à Brasilia. Alors il y en a, c'est souvent par le bus, mais qui permettent pas en fait de vivre à l'extérieur de la ville. Donc en fait, on doit se contenter. C'est-à-dire que ça reste interne, les transports Non, il en existe pour aller dans les villes satellites, mais ça prend énormément de temps et c'est pas encore optimisé pour pouvoir permettre, par exemple, comme à Paris, de vivre en banlieue et puis de travailler au cœur de la ville. Ce serait un des problèmes principaux C'est un problème tout à fait... Les migrations urbaines, c'est un problème tout à fait considérable sur Brasilia. Encore une fois, vous avez le plan pilote au milieu, où plus personne de normal, entre guillemets, ne peut vivre, ne peut habiter. C'est très très cher, enfin c'est très difficile, ou alors il faut y être depuis longtemps.
Et puis, vous avez ces villes secondaires plus ou moins agréables, plus ou moins sûres. On en reparlera, je suppose, dans un instant. Mais c'est un problème tout à fait considérable. En vérité, Brasilia est une ville à l'urbanisme, encore une fois, très, très dur, l'urbanisme fonctionnaliste. Mais c'est une ville de la voiture, c'est une ville des années 60. On ne peut pas ne pas penser au film de Jacques Tati, Trafic. Quand on est à Brasilia, il arrive assez souvent de voir où est-ce que l'on veut aller et d'être incapable d'y aller. À cause des rocades, des ponts, vous des avez choses. du mal à voir. Ah oui. Ouais, au départ. Et puis bon, après, il y a tout le côté un peu, sans rentrer dans le cliché, mais brésilien des transports en commun, des bus qui parfois s'arrêtent pas. Mais bon, en l'occurrence, c'est quand même possible de se déplacer. Et puis il y a aussi ce fantasme du métro dont j'ai entendu parler quand je suis arrivé. Et puis un an après, on en parlait encore, qui devrait être construit, mais on ne sait pas vraiment encore. Et au niveau de l'ambiance, alors, racontez-nous un petit peu. Vous avez aimé l'ambiance à Brasilia? Oui, alors, en l'occurrence, moi, j'étais à l'université où j'ai rencontré évidemment des gens formidables et j'étais avec des personnes qui constituent un peu la première génération de personnes qui sont nées à Brasilia et qui revendiquent le fait d'être... Il y a une véritable identité. En fait, ils se la construisent au fur et à mesure. Et une anecdote assez qui peut expliquer ça, c'est la première sortie que j'ai faite le soir, premier concert que j'ai fait, c'était un concert de rock. Et j'avais pas mal d'amis qui m'expliquaient que Brasilia, c'était la ville du rock au Brésil. Effectivement, les groupes les plus connus de rock viennent de Brasilia. Alors c'est vrai que quand c'est branché, alors Brasilia, c'est ça? On peut dire que c'est branché. Oui, oui, tout à fait. On peut dire. N'oubliez pas que cette ville, ayant été maintenant, ayant une cinquantaine d'années, pour faire court, vous avez des enfants de Brasilia, ce qui change complètement l'état d'esprit. Vous avez une fierté des gens à être des habitants de Brasilia. Et voilà. Et de toute façon, au Brésil, vous l'avez dit, et c'est très juste, la vie est plus forte que l'urbanisme. On a parlé tout à l'heure des quadras. Les quadras, l'idée des quadras, c'est un peu de faire des phalanstères, c'est-à-dire on a un habitat en carré avec un jardin au milieu où les gens se retrouvent. C'était censé voilà, être un patio, où on réfléchit, forum, on se retrouve. Voilà, on a une vie entre guillemets solidaire. Et puis derrière, on a des grandes plaques de béton où on met les commerces, les fonctions, etc. Et ben, la vie brésilienne fait que c'est exactement l'inverse. Les jardins, les foras, comme il faudrait dire, au milieu, il y a personne. Et puis ça pousse, et puis voilà. Et en fait, la vie s'est installée autour des commerces, sur les plaques de béton. Et moi, j'avais coutume de dire que vous mettez une plaque de béton au Brésil, et 10 ans après, elle est totalement vivante. On ne ferait pas ça partout. Non, certes. On a évoqué rapidement donc le thème de la sécurité. On va tout de suite écouter Françoise Lindemann, qui est présidente de l'UFE Brésil, nous en parler. Thomas Jarion, merci pour votre témoignage. Comme dans toutes les grandes villes du monde, il y a des problèmes d'insécurité, mais à Brasilia, étant donné que Brasilia, il y a toutes les ambassades, etc., c'est quand même beaucoup plus tranquille, bien qu'on m'ait dit que dernièrement, il y a quand même quelques petits soucis. Enfin, c'est pas les soucis de São Paulo ou de Rio de Janeiro. São Paulo étant la ville la plus dangereuse du Brésil actuellement. Pascal Gras, on vous accueille sur le plateau pour nous parler justement de la sécurité. Vous êtes directeur de Movisafe et vous vivez, vous, à Rio. Oui, je vis à Rio depuis 2 ans. Il m'arrive d'aller régulièrement sur Brasilia, sur São Paulo, bien entendu, pour le travail. Comme le dit Françoise Lindemann, effectivement, la ville de Brasilia en elle-même, ce qu'on peut appeler le plan pilote, est un endroit qui n'est pas parmi les plus dangereux. On a pas dangereux ou pas parmi les plus dangereux? Ça non, c'est les taux de délinquance sont assez faibles. Enfin, c'est l'équivalent de Paris sur le plan pilote. Non, c'est plus bas. Oui, c'est plus bas. D'accord. Donc c'est sécure à l'intérieur. Voilà. Mais sur la partie plan pilote. D'accord. Donc on a après en périphérie tout un tas de villes qui ont émergé. Et sur ces villes-là, par contre, sur la périphérie, il faut faire très attention. Ah oui. La situation n'est pas la même. Voilà, il faut pas. On retrouve un peu partout les mêmes caractéristiques
Il y a des choses à ne pas faire, retirer de l'argent de nuit. Voilà. C'est plutôt des attitudes. C'est plutôt des attitudes à respecter, mais de façon générale, on est beaucoup plus tranquille à Donc Brasilia c'est une idée reçue, la São Paulo. sécurité. Brasilia, ça va. Brasilia, ça va, oui. Ce n'est pas le cas du Brésil de façon générale, mais Brasilia, ça va. Et vous, monsieur? Non, je crois que Françoise Lindemann a une nouvelle fois raison sur cela. Le centre-ville, non, est pas plus dangereux qu'ailleurs. Vous savez, chaque ambassade publie des conseils aux voyageurs, etc. Et comme ayant été ambassadeur de France, j'ai voulu regarder ailleurs. J'ai été sur le site du ministère des Affaires étrangères belge. Et sur Brasilia, ils écrivent: à Brasilia, une prudence saine et de mise, surtout pendant la nuit et dans les quartiers abandonnés. Si vous pouvez me citer un endroit où on ne peut pas dire ça. Bon, alors cela étant, soyons sérieux, il y a des villes effectivement secondaires, Taguatinga, etc. Vous parlez d'un certain lycée à une époque. Oui, l'ambassade de France aide un lycée, on dirait ici un lycée de banlieue, et il est clair que voilà, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Cela étant, lorsque j'étais ambassadeur là-bas, le proviseur était une femme tout à fait charmante et parfaitement frêle, et je vous assure que les grands sauvageons ne s'aventuraient pas à contester son autorité. Donc il y a à la fois la réalité des choses et leur ressenti. Je crois qu'il faut être tout à fait raisonnable sur l'évaluation que l'on fait de l'insécurité à Brasilia. C'est très convenable. Tout à fait. Même les entreprises, pour les entreprises, ça va, il n'y a pas de problème. Non, c'est une ville qui est assez calme. Je veux dire, tant qu'on ne sort pas dans les villes satellites, on n'a pas de raison de s'inquiéter à Brasilia. Mais on a dit tout à l'heure qu'il était difficile de vivre dans le plan pilote et qu'on était obligé d'aller autour. Donc ça veut dire dans ces cas-là qu'on va dans ces villes satellites. Oui, nécessairement, et certaines sont tout à fait résidentielles, mais la majorité des gens, des salariés de Brasilia, très très peu vivent dans le plan pilote. Enfin, d'abord parce que beaucoup d'espaces sont occupés par des services publics ou des ambassades, etc. Donc il n'y a que certaines banlieues qui sont à éviter, quoi. Oui, mais honnêtement, citez-moi une ville où on ne pourrait pas dire la même chose. Je pense que notre commentaire pourrait être rediffusé. Il faut que les gens s'informent avant de s'installer ou de démarrer un projet dans une ville. Il y a toujours des quartiers qui sont plus tranquilles que d'autres. Donc il est important de faire cette démarche, de préparer son séjour. Il est important, même une fois qu'on est installé après, de se tenir informé, de suivre l'actualité. Parce qu'une situation peut se détériorer rapidement. On l'a vu l'année dernière lors de la Coupe des Confédérations. On a eu des mouvements sociaux. Ce n'était pas arrivé au Brésil depuis plus de 20 ans. Ils n'y étaient pas préparés, forcément. Là, avec 2014, ça risque d'être une année aussi assez chaude au niveau de l'actualité, puisqu'on a la Coupe du Monde de foot et on a des élections présidentielles. Donc on risque d'avoir quelques perturbations aussi, quelques conflits sociaux de nouveau lors de la présence de toutes les caméras au moment des événements mondiaux. D'accord. Il faut prendre des précautions comme on pourrait les prendre dans n'importe quelle ville au monde. Merci Pascal Gras pour ces conseils. Merci à vous. On va faire une pause et on va se retrouver tout de suite après pour évoquer l'activité économique de Brasilia.
Thomas Drischki nous a rejoint sur ce plateau. Tout de suite, donc, on va évoquer l'activité économique et les opportunités pour une entreprise française de s'implanter à Brasilia. Quelques chiffres. Alors, 350 filiales d'entreprises françaises sont implantées au Brésil. 80% d'entre elles sont à São Paulo et la plupart des grands groupes français sont représentés et emploient directement quelques 230 000 personnes. Alors l'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'une entreprise française pourrait faire à Brasilia. Et à ce titre, on va écouter Claudine Bichara de Oliveira, qui est présidente de la Chambre de commerce franco-brésilienne. Bonjour Paris. Eh bien, pour une entreprise basée à São Paulo, ce serait intéressant d'avoir une antenne à Brasilia, au cas où son client serait l'État, le gouvernement, les grands projets qui sont aux mains de l'État brésilien. Nous savons qu'il y a beaucoup de projets d'infrastructure, de surveillance territoriale, de transport, enfin. Et là, nous ne sommes pas les seuls, les Français ne sont pas les seuls, ils ont la concurrence d'entreprises d'autres pays et il est très intéressant d'avoir à ce moment-là une antenne auprès de ceux qui prennent les décisions pour mieux expliquer leurs avantages comparatifs, le transfert de technologie, leurs projets en détail. Voilà, grosso modo, c'est ce que je pense. Alors, Thomas Drischki, je crois que vous avez vécu cette expérience. Vous avez été défendre votre projet à Brasilia, justement. Alors, le projet qu'on fait avec Archi 5 à Maringá, dans la ville du Paraná, est un projet assez atypique. C'est un ensemble de 5 bâtiments de forme sinusoïdale qui s'entrelacent, qui forment vont former le nouveau centre représentatif et symbolique de Maringá. Et donc, il est assez novateur par rapport aux usages et aux lois brésiliennes actuelles. Donc, il a fallu défendre ce projet auprès des personnes qui votent. D'aller faire du lobbying. On est allé aussi pour l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'explication. Les gens sont suffisamment ouverts pour pouvoir. Ce projet avait acquis tout l'aval de tout le monde politique local. Après, il y a un lobbying politique de ce lobbying politique local qui est allé faire son lobbying à Brasilia. Et par-dessus cela, nous aussi, notre client qui avait aussi ses propres réseaux, nous a emmenés à Brasilia de façon à avoir accès. Et il est important pour ce type de projet. Mais beaucoup de projets au Brésil sont des projets en partenariat public-privé. Donc, je pense que pour beaucoup de projets, il est important de pouvoir avoir accès à Brasilia et à cet univers politique. Oui, vous, Monsieur Pouliot, quand vous étiez ambassadeur, vous avez dû voir pas mal de grands groupes qui plantaient leurs antennes à Brasilia pour défendre des contrats, des projets, Oui, beaucoup trop d'ailleurs, s'arrêtaient à Rio et à Saint-Paul, malgré les conseils inverses qu'on leur donnait, mais enfin c'était leur problème. D'autres venaient jusqu'à Brasilia. En général, ceux qui réussissaient d'ailleurs venaient jusqu'à Brasilia. Et qui conservaient leur contrat, donc. Et que conservaient ou en gagnaient. D'autres, non. Plus sérieusement, le Brésil est une authentique fédération. Donc, je dirais que 80% des décisions qui concernent la vie économique se prennent au niveau des États, que ce soit la fiscalité, l'investissement, etc. Mais le Brésil étant la 7e ou la 8e économie mondiale, bon, ça dépend des chiffres et des années, il est évident que la politique publique d'investissement est tout à fait essentielle. Et donc, il faut aller auprès des décideurs, et les décideurs fédéraux sont à Brasilia. Il y a 1, 2, 3 pactes d'accélération de la croissance au Brésil, certains cycliques, certains contracycliques pour relancer et assurer la croissance brésilienne. Ça, ce sont des programmes gouvernementaux et ils se décident à Brasilia. Et puis enfin, je souhaite le souligner, Brasilia et le district fédéral, ça n'est pas comme l'industriel ou le chef d'entreprise de l'Iowa qui parle d'un ton méprisant de Washington. C'est aussi un État de la fédération, c'est le 7e PIB de la fédération, c'est 4% du PIB brésilien, et donc dans ce petit espace, parce que le district fédéral, c'est pas grand-chose, c'est moins de 6000 km², donc c'est pas grand-chose, mais il y a des sièges sociaux, il y a toute une activité économique qui est importante. Donc ces 3 raisons conjuguées font que Brasilia n'est pas une destination imposée, obligatoire et qui ne réjouit pas forcément les décideurs, mais c'est une destination en soi et qui mérite d'être considérée comme telle.
Mais c'est ce qu'on s'efforce de passer comme message pendant cette cette destination hebdomadaire de tous les décideurs politiques du Brésil. C'est-à-dire que chaque décideur politique brésilien passe 2 à 3 jours à Brasilia par semaine. D'accord. Pardon, mais ce qui n'est pas sans conséquence sur ce que l'on disait tout à l'heure, sur le coût de la vie et sur le fait que effectivement la population à Brasilia est parfois sur et de secteurs peut-être à exploiter. Voilà, absolument, c'est quelque chose. Voilà, des gens qui viennent 3-4 jours dans la capitale en célibataire géographique avec un bon pouvoir d'achat, c'est aussi une clientèle disponible qu'on peut considérer. Que nous allons évoquer dans le plateau suivant. Thomas Drzycki, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après une pause. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International dans cette émission consacrée à Brasilia. Sidonie Lacombe, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes consultante en interculturel chez Berlitz et toujours à mes côtés, Antoine Pouliot, donc ancien ambassadeur de France au Brésil de 2006 à 2009. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on va parler des secteurs à exploiter à Brasilia, si tant est qu'on soit une entreprise française et qu'on ait envie d'aller s'installer là-bas. Alors, c'est vrai qu'avec un PIB par habitant qui est quand même le deuxième du Brésil, je crois que c'est dans les 40 000 dollars annuels par habitant. J'imagine qu'il y a des secteurs à exploiter. Ah, tout à fait. Tout ce qui tient à la vie, c'est-à-dire aux services liés au logement, tout ce qui tient à la restauration, tout ce qui tient... Enfin, de très très bonnes adresses, je ne dis pas les meilleures, mais de très très bonnes adresses de restauration à Brasilia sont françaises ou sous enseigne françaises ou italiennes d'ailleurs. Et des produits de luxe aussi ? Alors des produits de luxe, oui, la vérité est que c'est plutôt sur les aéroports internationaux et autour des aéroports internationaux que vous avez un certain nombre de boutiques qui s'installent de cette nature. N'est-ce pas, Brasilia est très très peu... l'aéroport de Brasilia est fondamentalement un aéroport domestique avec quelques lignes. Ah mais ça y est, on va voir Air France. Absolument. Fin mars, ça y est. Paris-Brasilia. Oui, nous avons un partenariat stratégique entre la France et le Brésil depuis un certain nombre d'années. Il est heureux effectivement d'avoir cette ligne. Ce sont les Portugais, c'est la Lufthansa allemande qui ont ouvert cela. Bon, enfin bref, pour revenir à votre question, oui, il y a toute une série de secteurs qui seraient donc plutôt dans les biens de consommation. Tout à fait, mais également d'autres. Pour vous prendre juste un exemple, le plus gros investissement de la Caisse nationale de prévoyance à l'étranger, il est au Brésil, s'appelle la Caixa Seguros, dans le domaine de l'assurance des personnes et des biens. C'est un magnifique succès qu'il faut saluer d'ailleurs, et c'est à Brasilia. Donc, arrêtons de croire que tout se passe forcément ailleurs. Il y a là des opportunités, effectivement, qui sont importantes. Très bien. Vous connaissez bien Brasilia, je crois, Sidonie. Vous y avez vécu ? Je n'y ai pas vécu, mais lors de mes activités professionnelles sur place, effectivement,
Comme le disait M. Pouilleut aussi, il est important de passer aussi voir nos interlocuteurs principaux sur place, puisque c'est effectivement, que ce soit dans le public ou dans le privé, là où se prennent toutes les décisions. Donc dans le cadre de votre activité, vous êtes allé former des personnes dans des grands groupes basés à Brasilia? Alors, à Brasilia, et des personnes aussi que nous formons depuis la France, des Français qui décident d'implanter leurs activités professionnelles sur Brasilia, ou bien qui ont aussi leurs activités dans d'autres villes importantes économiquement parlant, comme Rio ou São Paulo, et on les forme sur justement les codes, les valeurs des Brésiliens qui peuvent justement être importantes dans l'établissement de leur activité professionnelle et sur lesquelles il ne faut surtout pas faire de faux pas. Des valeurs que nous allons aborder dans le prochain plateau. En revanche, puisqu'on parle de ces salariés de grands groupes, on va parler des visas quand même. Et on va demander à Camille Guyonnet quels sont les différents types de visas existants quand on veut aller au Brésil. Il existe 2 types de visas de travail, le visa de travail temporaire et le visa de travail permanent. Le visa de travail temporaire, ou VTM5, est octroyé dans le cadre d'une expatriation, c'est-à-dire au moment de la signature d'un contrat avec une entreprise brésilienne, d'une prestation de service ou d'un transfert intragroupe. Ce visa est délivré pour une période maximum de 2 ans, renouvelable une fois. Il est désormais possible pour les salariés étrangers ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise brésilienne de transformer ce visa de travail temporaire en visa de travail permanent au bout de 2 années passées au sein de la même entreprise. Il y a forcément des conditions pour obtenir ce visa temporaire. Donc, il y a des quotas, des conditions de rémunération et de formation. Le visa de travail temporaire appartient à la société ayant sollicité la demande pour les 4 premières années d'embauche au Brésil. Le visa de travail permanent, quant à lui, est octroyé pour les gérants, les administrateurs, directeurs d'entreprise et les investisseurs. Il peut être octroyé pour la période du mandat, maximum 5 ans, et pour les investisseurs pour une période de 3 ans. Le visa de travail permanent appartient à la société qui a sollicité la demande durant les 5 premières années. Concernant le visa permanent pour les investisseurs, ce qui est à prendre en considération, c'est le montant de l'investissement. Et si celui-ci n'est pas suffisant, un plan d'embauche devra être intégré à la demande de visa. Donc, on vient de l'entendre, c'est pas si simple d'avoir un visa pour le Brésil. Et surtout, je ne pense pas qu'elle en ait parlé, mais c'est le délai qui est assez long, je crois. Si vous voulez, c'est toujours agréable de parler, de dénoncer la bureaucratie quand elle est chez les autres plutôt que chez soi. Mais en l'occurrence, on parle bien des consulats brésiliens en France, qui fonctionnent bien, d'ailleurs, il faut le souligner. Mais c'est vrai que c'est un pays qui a une culture bureaucratique où time is not forcément money. Si mon français est correct. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Et la deuxième chose très très importante qui a été dite et que je tiens à souligner, c'est que les visas de travail obtenus sont délivrés à l'employeur et non pas à la personne, ce qui fait que si dans un projet ou un parcours professionnel, on souhaite à un moment se réorienter ou changer d'employeur, il faut recommencer le système. Le process du visa. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, quitter le Brésil, refaire le visa et revenir. Et de tout, voilà. Alors, juste une question, Sidonie, je crois. Vous êtes mariée à un Brésilien, je crois. Vous avez donc droit à la nationalité brésilienne d'office? Par la filiation de mon fils. C'est cela. Voilà. D'accord. Sinon, ce serait plus compliqué. Et donc, vous avez le droit de travailler là-bas, quand vous voulez. Grâce à mon enfant, effectivement, puisque l'importance aussi de la mère et des filiations au Brésil sont importantes. Et c'est important de noter que ce n'est pas parce qu'on est marié avec un local qu'on peut forcément y travailler. D'accord. Donc, alors, si l'expatrié a un visa temporaire avec contrat de travail, son conjoint a alors droit à un visa temporaire, mais n'a pas le droit de travailler. Et l'expatrié avec un visa permanent, son conjoint, lui, pourra travailler. Exactement, et je sais que dans le cadre des formations que nous menons auprès de Balès Consulting, on a énormément de problématiques justement liées au conjoint, parce que sur le Brésil, on doit trouver justement des solutions pour que le conjoint puisse se trouver un projet personnel et professionnel sans obligatoirement recevoir de salaire. D'accord. Donc on va justement voir un petit peu en quoi il peut y avoir quelques précautions à prendre si on veut lancer un business au Brésil. Et donc, on va tout de suite écouter Olivier Sureau, qui est expert comptable chez Jade Associates, qui a un cabinet à São Paulo.
Le Brésil est un pays très particulier et je dirais très complexe. C'est-à-dire qu'on vient souvent avec ses a priori en pensant qu'en venant de France ou d'un autre pays, que tout va être plus simple ou tout sera rapide. Et en fait, ce n'est pas le cas. Nous avons une lourdeur administrative qui est très importante au Brésil et aussi il est très très important de bien s'entourer. Et ça, c'est la clé et la réussite de tout. Bien s'entourer, notamment au niveau de son équipe, mais également bien s'entourer au niveau de ses conseils et de ses experts. Donc, la lourdeur administrative est un concept très important, à ne pas négliger notamment dans ces approches d'implantation au Brésil, notamment en termes de temps. C'est-à-dire quand on prévoit une implantation et on se donne une estimation d'un certain nombre de mois, il faut toujours multiplier par 2 ou 3 au Brésil. C'est comme ça, c'est la réalité des choses. Pour vous donner un petit exemple, pour créer une société au Brésil, en étant optimiste, cela va vous prendre 3 mois. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir un avocat, un expert comptable qui vous entoure, et qui seront très très importants dans votre démarche d'approche et d'adaptation de ce marché et d'intégration. Donc on le voit, lourdeur administrative qui peut donc, comment dire, allonger le temps de montage pour la structure, bien s'entourer avec des locaux, donc ça nous amène à notre sujet suivant. Bien s'entourer avec des locaux, ça veut dire bien les comprendre, bien les manager, bien négocier avec eux. Sidonie Lacombe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça, vous qui êtes consultante interculturelle? La priorité pour le Brésil, c'est vraiment, je dirais, pour gagner du temps par la suite dans les projets, d'établir une relation de confiance. C'est vrai que quand on arrive au Brésil, c'est un pays très enthousiaste, très optimiste. Ça peut paraître pour certains étrangers, certains Français très superficiel, mais justement, il faut pouvoir rentrer, entre guillemets, dans cette danse-là pour ensuite pouvoir s'entourer de partenaires efficace. Les points importants aussi de la culture brésilienne, je dirais que la communication, et il faut savoir le gérer, est très implicite. Donc, sur certains ça se traduit points, comment, un exemple? Un exemple, ça veut dire que les personnes vont toujours être ouvertes avec le sourire pour vous rendre service. Lorsque vous êtes manager au Brésil, c'est toujours très important aussi de pouvoir contrôler les informations. L'importance du groupe quand vous êtes dans une société brésilienne et que vous managez des locaux. Donc l'implicite, ça veut dire aussi que quand on manage, on ne fait pas de remontrance devant le groupe. Ça se fait de façon privée. Le collectif donc est très important. L'informalité peut être aussi très paradoxale dans l'entreprise parce qu'on est sur une société très hiérarchique et que lorsqu'on voit les rapports que les Brésiliens ont entre eux ou avec les étrangers, ça peut paraître un petit peu déroutant pour nous parce que justement on a un peu tendance à croire que nos collègues sont nos amis et que finalement c'est pas forcément ça. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre du temps dans cette relation-là pour pouvoir ensuite négocier efficacement et prendre en considération tous les éléments et les codes culturels que je viens de vous décrire. Merci Sidonie. Antoine, je crois que vous vouliez dire quelque chose avant la fin de cette émission qui malheureusement arrive à son terme. Je vous laisse la conclusion. Oh non, une conclusion certainement pas, mais nous parlons quand même depuis plusieurs minutes d'un exemple tout à fait extraordinaire et probablement unique. Oui, effectivement, il y a Chandigarh, il y a Abuja, il y a Népido. Bon, mais ça reste Brasilia. Et on ne peut pas, en parlant Brasilia, ne pas se souvenir du discours qu'André Malraux était venu faire sur place en 1959, c'est-à-dire avant l'inauguration de la capitale en tant que telle, et qui disait quelque chose, je crois, qui doit faire plaisir à tous les urbanistes et à tous les architectes. Il disait « Brasilia, c'est un peu l'acropole sur son rocher qui rappelle au monde que les monuments sont au service de l'esprit. » Et je crois que c'était vraiment à la base de ce projet. En tout cas, vous aimez Brasilia et vous incitez tous les Français qui nous regardent à y aller? Absolument, oui. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Cette émission va être suivie par la ville de Gand. On va partir en Belgique. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir.